Professeur Didier Raoult, quelles sont les dernières évolutions concernant l'épidémie de coronavirus? L'épidémie de coronavirus, comme on avait commencé à le voir, prend une forme de cloche qui est très banale dans les maladies virales. Vous voyez, ça c'est le nombre de cas hebdomadaires que nous voyons ici à Marseille, qui a cette forme de cloche très typique, mais qu'on a tous les ans avec la grippe, le virus respiratoire syncytial. Et donc, on pouvait toujours imaginer que cette maladie allait se comporter différemment, mais en réalité, elle se comporte comme toutes les autres. Vous voyez, ça c'est une projection qui est faite par les gens de Singapour sur l'évolution en France, qui prédit avec justesse ou non, mais enfin les prédictions, c'est toujours la limite, c'est toujours un peu difficile à déterminer, que dans le mois de mai, ceci devrait s'arrêter. C'est une courbe, on l'avait vu la dernière fois, qu'on observe aussi en Chine. Vous voyez ici en Islande, qui sont les gens qui ont le plus testé de gens, la proportion de la population la plus testée au monde, c'est l'Islande. Vous avez cette forme en forme de cloche aussi. Voilà, l'histoire de ce rebond, là, je ne sais pas d'où ça sort, mais enfin, ce n'est pas les maladies virales respiratoires qu'on connaît, elles n'évoluent pas en dos de chameau, elles évoluent en cloche. Voilà. Donc c'est une forme banale. Encore une fois, l'avenir est toujours imprévisible, mais globalement, ça ressemble à une forme banale et on voit qu'on s'approche de la fin de la situation, les réanimations se vident, la mortalité diminue avec un délai, hein, mais tout ça est en train de disparaître. Personne ne sait si ça réapparaîtra l'année prochaine, si il y aura un nouvel épisode ou pas. Tout ça, c'est des prédictions. Bien sûr, je suis bien incapable de faire des prédictions de cette nature, puisque le seul réservoir qu'on connaisse, c'est un réservoir d'animal sauvage. Et donc, la chance que l'on reparte avec un réservoir d'animal sauvage est beaucoup plus rare que celle d'animaux d'élevage, comme c'est le cas pour la grippe, où on a les poules et les porcs qui s'échangent le virus et qui finissent par créer des mutants qui nous affectent. Quelles sont les dernières évolutions concernant les débats de la communauté scientifique, concernant les médicaments? Moi, j'ai toujours pensé que c'était juste une question de temps. Si vous voulez, les Chinois ont beaucoup communiqué sur ce problème-là parce qu'ils étaient très en avance et ils finissent par sortir petit à petit toutes leurs études. Toutes leurs études montrent que, le médicament de Gilead sur lequel la France a beaucoup misé, qui est le Redemsivir, ça ne marche pas. Donc il y a vraiment une énorme étude multicentrique qui a été faite contre placebo, qui montre que ça ne marche pas. Immédiatement, celui qui est le leader de ce test aux États-Unis, aussi sans le moins de publication, a dit si, ça marche, mais ça ne permet pas de sauver de vie. Donc on sait maintenant, aussi bien sur l'étude des États-Unis que sur l'étude chinoise, que le Redemsivir ne permet pas de sauver les gens. Il n'y a pas de différence dans la mortalité. Ce n'est pas un médicament qui sauve les gens. Donc c'est une chose. C'était déjà vrai sur le lopinavir, qui était la deuxième branche qui avait été testée ici. Ça ne sauve pas les gens. Donc c'est deux médicaments qui ne sauvent pas les gens. Le troisième point qui se passe, c'est alors et les autres à base de chloroquine. Pour l'instant, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un gros travail qui a été fait en Chine, encore une fois, sur plus de 500 personnes, chez des malades très affectés, avec une mortalité très lourde, et que dans ces conditions, la mortalité était divisée par 2. Donc c'est les seuls, pour l'instant, à avoir des résultats significatifs sur la mortalité. Un énorme travail vient aussi d'être publié, qui confirme ce qui avait été dit par le professeur Zhang depuis le début, c'est que quand on donnait de la chloroquine à 500 mg ou à 1 g par jour, on améliorait de manière significative les signes cliniques et on faisait disparaître le virus beaucoup plus rapidement que quand on ne donnait pas de chloroquine. Donc c'est des études qui sont énormes, basées sur beaucoup de gens, qui montrent ce que nous, on savait déjà, qu'on avait bien compris, c'est que la chloroquine et l'hydroxychloroquine ont un effet antiviral et un effet aussi anti-inflammatoire. C'est la raison pour laquelle ils sont utilisés, qui fait que c'est probablement le seul groupe de médicaments qui peut jouer un rôle au début de la maladie et à la fin de la maladie, c'est-à-dire quand il y a des virus, et quand il n'y en a plus, il y a une réaction inflammatoire. Et il y a un travail qui a été fait, donc je ne sais pas s'il est déjà publié ou pas, qui montre que les pays qui ont utilisé la chloroquine ou l'hydroxychloroquine comme traitement ont eu une évolution de la dynamique des morts plus lente que les pays qui n'ont pas voulu l'utiliser, ce qui explique peut-être pourquoi les pays
d'Extrême-Orient et les pays du Sud ont eu moins de morts que l'Europe et les États-Unis, qui ont un nombre de morts qui est extrêmement plus important que les autres pays. Voilà, donc c'est le point sur les traitements. De manière, tout ça se mettra tranquillement en place petit à petit, et on verra bien une fois qu'on aura la synthèse de tout ça. Mais je n'ai pas beaucoup de doutes sur le résultat, j'en ai pas depuis le début. Quelles leçons pouvez-vous tirer avec vos données concernant la mortalité et la spécificité de la mortalité par coronavirus? Donc la mortalité en fonction de la prise en charge et du nombre de patients que l'on teste dépend beaucoup, elle varie. Chez nous, par exemple, on a chez les gens qui sont traités par hydroxychloroquine et azithromycine, on a une mortalité très basse qui est de l'ordre de 0,5%, qui est très très basse. Mais il y a l'équivalent en Islande où il y a eu une prise en charge très très tôt, un test massif de population, et pareil, une mortalité qui est de cet ordre-là. Si on regarde dans l'ensemble, chez nous, parmi tous les patients qui ont été hospitalisés, qu'ils soient traités par hydroxychloroquine, azithromycine ou non, certains avaient des contre-indications, etc., eh bien, il y a eu un seul mort de moins de 65 ans. Donc on voit que le risque dans la population qui n'a pas de facteur de risque, que ce soit l'âge avec hypertension, le cancer, de mourir est extrêmement faible. Donc c'est pas une maladie très grave, à part chez les gens qui déjà étaient très touchés par les autres infections virales respiratoires. Donc tout le délire autour de la gravité monstrueuse de cette maladie est aussi une autre forme de délire déraisonnable. C'est pas vrai, bien entendu. C'est les gens qui étaient déjà âgés, qui avaient des autres pathologies. On sait que beaucoup l'hypertension, le diabète jouent un rôle important, mais globalement, ça ne présente pas à la fin une surmortalité particulièrement exceptionnelle. C'est grave chez les sujets qui sont déjà à risque. Il fallait essayer de détecter le plus tôt possible et traiter le plus tôt possible avant qu'ils aient des insuffisances respiratoires très importantes. Chez les enfants, ici, il y a eu 150 enfants qui ont été hospitalisés. Il y a même un travail qui vient d'être soumis. Il n'y en a aucun qui a présenté de grandes difficultés. Donc, si il existe des formes exceptionnelles de gravité chez l'enfant, c'est bien possible. Enfin, on ne les a pas vues ici, donc c'est probablement pas extraordinairement commun. Et donc voilà, la contagiosité de cette maladie ne paraît pas non plus aussi extraordinaire que ce qu'on disait. On peut estimer probablement sur les données préliminaires que nous avons, ou les données préliminaires des pays dans lesquels on a réalisé beaucoup d'évaluations, que peut-être 3% de la population a été touchée. C'est beaucoup moins qu'une grippe, par exemple. Donc la contagiosité n'a probablement pas été extrême. Elle est probablement de plus en plus basse, puisque là, on est en fin d'épidémie. La mortalité a été relativement modérée. On verra, on fera le point quand tout sera disponible. Bien entendu, on peut faire tomber la mortalité si on détecte les gens et qu'on les soigne. Si on les laisse mourir, il y a plus de chances qu'ils meurent que si on les traite. Voilà, mais donc globalement, c'est ça. Je vous rassure, on n'a eu aucune toxicité avec l'hydroxychloroquine, mais là non plus, on n'attendait pas qu'il y ait une toxicité, c'est un fantasme. Je ne sais pas d'où il est parti. Est-ce que c'était juste un fantasme pour promouvoir le Remdesivir ou pour ne pas vouloir reconnaître qu'on n'avait pas pris cette option? J'en sais rien. Et c'est pas raisonnable. Ce qu'on a redécouvert à cette occasion aussi, c'est l'importance des scanners low dose pour ne pas irradier trop les gens et avoir des scanners. Il y aura une réflexion certainement du pays à avoir pour avoir un équipement en scanner suffisant. On est un des pays qui a le plus bas niveau d'équipement en scanner. Il faudra bien rattraper ce bas niveau d'équipement si on veut passer à une approche moderne qui est de remplacer la radio du thorax banale par des scans low dose qui permettent de voir les choses. Et donc la phase dans laquelle nous on est rentré, en dehors de l'analyse et de la publication de toutes nos données, on a la plus grosse série mondiale de patients traités avec le coronavirus, donc très bien, on va sortir ça, notre série déjà, qui est déjà la plus grande, sur 1000 patients, vient d'être acceptée. Et puis, nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est les séquelles. On sait que dans le SARS, il y avait jusqu'à 20% de gens qui avaient des insuffisances respiratoires après avoir fait une pneumopathie.
Nous, on a trouvé avec le scanner que 65% des gens qu'on disait asymptomatiques avaient des lésions au scanner, donc qui n'ont pas été diagnostiqués. Et donc, chez nous, les gens qui ont été diagnostiqués avec un Covid, qui avaient déjà des images au scanner, on veut les revoir pour voir s'il y a une évolution vers une insuffisance respiratoire et vers des images spécifiques qui ont été vues chez les gens qui étaient en réanimation, mais qui sont plausibles aussi chez les gens qui avaient des formes qui cliniquement n'étaient pas très parlantes, mais qui avaient des lésions qui étaient visibles sur le plan du scanner. Et ça, c'est notre prochaine étape, c'est d'essayer de faire le point sur les séquelles de ça, de les détecter, de voir s'il y a des traitements à leur donner, parce que c'est ça la suite de l'histoire. C'est plus l'épidémie d'infection aiguë, c'est les séquelles des gens qui ont été infectés. Merci. Professeur Didier Raoult, comme toutes les semaines, la première question sera: où en est-on de l'épidémie? Nous, ici à Marseille, on voit qu'elle est en train de disparaître avec un seul cas hier détecté, malgré le fait qu'on ait testé plus de 1200 cas. Donc on voit bien que les choses sont en train de s'arrêter. La forme ici a une courbe en cloche. Cette cloche à Marseille, peut-être du fait que nous avons systématiquement diagnostiqué, traité les gens, on sait que le traitement diminue la durée du portage viral. Elle a duré, la cloche a duré en moyenne la moitié moins que ce que l'on voit dans la plupart des pays. Et la France et l'Italie ont une durée moyenne qui est plutôt plus longue que celle de la moitié des pays. Enfin, elles ont la même tendance et on voit que un peu partout, les choses sont en train de s'arrêter, qu'il s'agisse des cas détectés, à condition de les avoir. Nous, on a tous les cas détectés, mais les cas hospitalisés en réanimation. Les morts, ça sera un peu plus long parce que malheureusement, il restera quelques morts qui sont actuellement en réanimation, qui vont apparaître. Et on voit que cet épisode-là est en train de se résoudre et qu'il n'y a nulle part de deuxième vague ou d'autres chameaux. C'est la courbe banale. Il y aura quelques cas sporadiques qui apparaîtront ici ou là. Éventuellement, s'il y a quelqu'un qui est super contagieux, il y aura quelques cas autour de lui, mais tout ça ne traduit plus une dynamique épidémique. Voilà. L'épidémie est en train de se terminer. Concernant les choix thérapeutiques qui peuvent être faits, qu'est-ce qui peut aujourd'hui les éclairer et quels essais et conduits pourraient aujourd'hui éclairer encore davantage les actions à mener? Déjà, ce qu'on voit, c'est que dans une épidémie comme celle-là, il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. En particulier, c'est une épidémie avec un virus qu'on ne connaît pas, donc qu'on ne connaissait pas. Donc la plupart des spéculations qu'on avait faites sur ce virus étaient fausses. C'est une maladie différente, bien qu'elle soit une maladie respiratoire des autres. Elle atteint le poumon profondément plutôt qu'en superficie, ce qui veut dire que les signes respiratoires sont très tardifs, juste avant la réanimation. Deuxièmement, il ne faut pas que cette peur de cette épidémie qui semble avoir tout envahi finisse par remplacer ce qui est la médecine habituelle, c'est-à-dire il faut soigner les gens, il ne faut pas les laisser à la maison. Et d'ailleurs, c'est une leçon qui vient d'être donnée à la fois en Islande et en Suède, où ils ont des taux de mortalité très bas, et ils mettent en priorité le fait qu'ils ont fait du soin. C'est-à-dire que si vous soignez les gens, même si vous n'avez pas le médicament précis qui permet de tuer le virus, ils vont mieux à la fin, il y a moins de morts. Je vois, nous, dans nos taux de mortalité, dans les gens qui étaient hospitalisés à l'IHU, c'est de 0,8%. Alors si vous utilisez en plus le traitement dont on pense qu'il marche le mieux, vous diminuez encore cette mortalité, en particulier chez les sujets les plus vulnérables. Mais déjà, le fait de s'occuper des gens, de les traiter, de leur donner de l'oxygène quand ils ont besoin, de les surveiller, là en l'occurrence il fallait donner des anticoagulants parce que cette maladie donne des troubles de la coagulation, d'observer au fur et à mesure, de soigner les gens. On ne peut pas, dans une épidémie, dire on ne soigne pas les gens. Voilà. Donc ça, je pense qu'il s'est mis en place là, quelque chose qui est très étonnant, c'est on ne soigne pas les gens, ensuite on interdit aux gens de prescrire des médicaments qui pourraient marcher, on interdit aux médecins de le faire, ce qui n'empêche pas les gens qui étaient les plus riches et les plus fortunés de trouver comment se soigner quand même. Donc c'est les plus pauvres, ceux qui n'avaient pas de réseau, qui n'ont pas réussi à avoir les médicaments, et donc
ces épidémies ne doivent pas faire perdre les nerfs au point qu'on en oublie la médecine elle-même. La médecine, c'est s'occuper des malades, les soigner, les hospitaliser quand ils vont pas bien, leur corriger l'oxygène, et au fur et à mesure de la connaissance, d'améliorer la qualité des soins. Pour les stratégies thérapeutiques, tout ça a été rendu confus aussi parce qu'un grand projet d'évaluation scientifique, qui est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle on n'a pas voulu soigner les gens en attendant qu'il y ait un essai thérapeutique qui arrive dont on connaîtra les résultats quand il n'y aura plus personne qui sera malade, avec des molécules dont une avait très peu de chances de marcher, qui était le ritonavir, et d'ailleurs très rapidement on a vu qu'elle ne marchait pas, et l'autre n'aurait probablement jamais pu être utilisée parce qu'elle n'est pas sur le marché, elle ne pouvait probablement pas être produite en France, c'est Remdesivir par Gilead, et de toute manière, elle a une toxicité telle que dans 10% des cas, on est obligé de l'arrêter. Il n'y a toujours aucune évidence publiée que Remdesivir ait sauvé une seule vie. Donc il faut faire attention avant de se jeter dans des choses comme ça. En revanche, de l'autre côté, il y a maintenant des travaux qui s'accumulent, qui viennent de Chine, qui sont les seuls qui aient publié des très très larges séries avec nous maintenant, qui montrent que l'hydroxychloroquine permet de diminuer la charge virale, d'éviter le passage en réanimation, et d'augmenter l'espérance de vie. Avec, dans une étude, on sauve 50% des gens dans la situation observée. Donc le seul médicament pour lequel il y a des évidences publiées dans des journaux avec des études que tout le monde semble privilégier, randomiser, c'est l'hydroxychloroquine. Les deux autres n'ont jamais fait la preuve de leur efficacité. Jamais. Donc, pour remettre un peu les choses, je sais bien que c'est les journalistes maintenant qui font les analyses scientifiques, mais c'est pas comme ça. Voilà. Ce que cela a montré aussi, cette crise, c'est que l'organisation des soins, et peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles il y a ces décisions qui ont été prises, on a été incapable dans ce pays de développer les stratégies de tests systématiques qui ont été mises dans la plupart des pays en place. Donc pourtant c'est banal, il y a plein de gens volontaires pour les faire. Il y a eu une tentative de monopoliser la capacité à diagnostiquer les gens qui est très profondément anti-médicale, encore une fois. Donc il y a une vraie réflexion là, à avoir à laquelle il faudra réfléchir à l'avenir, parce que on ne peut pas dire on ne soigne pas les gens, on ne peut pas interdire aux médecins de soigner, on ne peut pas empêcher les gens de faire du diagnostic quand ils ont les moyens de faire. Il y aura vraiment un travail à faire là-dessus. Voilà. Et enfin, dedans, la vraie leçon, c'est que pour les nouvelles maladies, il faut être prêt, il faut être rapide, il faut être organisé, et il faut avoir l'esprit ouvert, parce que cette maladie nous a appris une quantité de choses sur l'atteinte respiratoire, sur la coagulation. Maintenant, ce qu'on est en train de voir, est-ce qu'il va falloir organiser l'existence de séquelles, en particulier de fibrose, qui sont à un nombre qui n'est pas du tout négligeable. Nous, maintenant, ce que nous allons faire maintenant, ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est faire un plan pour détecter le plus tôt possible les gens qui vont faire des fibroses, parce qu'à des stades précoces, il y a des thérapeutiques qui sont susceptibles d'être mises en place, et que, compte tenu de la population considérable de gens qui ont été infectés et non diagnostiqués, je ne sais pas comment on pourra avoir accès à ces gens qui n'ont pas été diagnostiqués et qui ont fait cette maladie et qui vont peut-être évoluer vers la fibrose. Donc c'est un autre point sur lequel il faudra certainement qu'il y ait une réflexion faite pour savoir quelle est la meilleure stratégie. Donc j'espère qu'elle sera plus proche en tout cas de ce que je crois être la bonne manière de faire que ce que cela a été jusqu'à présent, puisque mes premiers conseils n'ont pas été suivis de beaucoup d'effets. Merci. C'est la Provence. On est là pour vous, hein. Professeur est champion. Ouais, vous êtes une bombe continue, hein. Vous êtes au top, hein, chef. Ah, vous êtes le Il meilleur. est là, le meilleur. Ah, il roule un Tesla. Ah, il roule pas un Mercedes, celui, hein. Ça, c'est vrai, hein. Merci pour tout, hein. Merci pour tout. Merci, respect, merci mille fois. Il est là.
chloroquine, parce que maintenant l'évidence scientifique émerge de partout, confirmant l'hypothèse les travaux scientifiques. Je crois que l'étude de Raoult, elle est magnifique. Il y a plus de 3500 patients traités, ça marche. On voit que tous les pays qui ont utilisé massivement la chloroquine ont une mortalité très faible. Et les États-Unis, Trump, quelquefois, il dit un peu n'importe quoi, mais là, il a eu l'intuition, quand il a commandé de la chloroquine pour tous les hôpitaux américains, la mortalité aux États-Unis, alors quand on dit létalité en médecine, c'est le nombre de décès sur le nombre de cas, est 3 fois plus faible qu'en France. La France, aujourd'hui, a le record du monde de la létalité. On est passé devant la Belgique, devant l'Italie, devant l'Espagne. On a 5 fois plus de mortalité par rapport au nombre de cas, par rapport, par exemple, au Portugal, au Maroc, à la Grèce. Et maintenant, il y a des études scientifiques qui commencent à sortir que les pays qui ont utilisé massivement la chloroquine... Mais toutes les études ne disent pas la même chose. C'est parfois un peu compliqué. Quand vous imaginez qu'on vous demande un placebo quand un traitement marche à 98%, c'est du délire scientifique. Je peux pas admettre ça. S'il y avait 30% d'efficacité, qu'on veuille un placebo pour montrer que ça marche entre 20 et 30%, d'accord. 98% de succès. Faut arrêter. C'est criminel de continuer à dire que la chloroquine ne marche pas. C'est prouvé, prouvé, prouvé. Et regardez, la létalité à Marseille est beaucoup plus faible que dans toute la France. On dit oui, parce que les Marseillais sont moins malades, ils ont inclus des gens qui n'étaient pas malades. Dans l'étude de Raoult, 63% des gens avaient une pneumonie prouvée par un scanner. Des études cliniques. J'en ai cité une tout à l'heure sur la nicotine. Il y en a beaucoup qui sont en cours sur l'hydroxychloroquine. Mais la France n'est pas le seul pays à expérimenter l'hydroxychloroquine. Les États-Unis, d'autres pays européens, et les dernières publications, monsieur le sénateur, que je vous invite à lire, qui ont été publiées et validées, ne sont pas en faveur, hélas, mais clairement pas en faveur de l'utilisation en pratique courante de ce traitement en mono ou en bithérapie associée à l'azithromycine. Néanmoins, des études continuent sur l'ensemble du territoire national, dans les hôpitaux, et donc nous aurons des réponses également issues d'études françaises. Mais lisez la publication américaine d'hier. Je vous invite à beaucoup de prudence, encore plus qu'avant, encore beaucoup. Mais s'il n'y a pas le protocole Dr Raoult, il y a un médicament qu'on prend quand on est malade et qui est efficace ou qui ne l'est pas. Après, on peut dessiner ce que c'est qu'un protocole clinique, mais je vous assure qu'un protocole clinique, il répond à des règles universelles de publication scientifique internationale et qu'en l'occurrence, les publications qui sortent, si vous en trouvez une qui est validée, qui permet d'étendre la prescription, je serai encore une fois le plus ravi des ministres de la Santé parce qu'on aurait un traitement efficace. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et c'est mon rôle de le dire. C'est bien. C'est quand même, excusez-moi, c'est quand même formidable dans cette émission. Oui. Ce qui est formidable, c'est qu'on a un ministre quand même qui reconnaît quand même qu'il est un bel enfoiré. Oui, écoutez, monsieur Manuelu, j'apprécie beaucoup vos talents de journaliste. Merci, mais ce n'est certainement pas à vous de ternir mon image de marque. Non, je un petit peu de bienséance. Tout à fait, Philippe, je crois que c'est peut-être à monsieur le ministre de le dire lui-même. Vous êtes un bel enfoiré. Oui, c'est plus à moi, c'est le but de l'émission. Je suis un bel enfoiré. Une belle ordure, comme on dit dans le jargon politique. Mais croyez-moi, il n'y en a pas tant qui osent le dire. Croyez-moi. C'est ce qu'on voulait savoir. Non, fini la langue de bois, les Français en ont assez, je les comprends. Absolument. Très bien, monsieur le ministre, notre émission est maintenant terminée. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans notre émission intitulée Vérité. Vérité, nous vous la demandons et nous vous la devons. Vérité, nous allons vous la donner à vous, peuple français, sur ce groupe. C'est donc l'occasion pour moi de vous remettre en garde contre ces américano-sionistes et contre cette chaîne, notamment sur les manipulations des compteurs pratiqués chez YouTube. Oh, c'est trop, c'est vulgaire. Il est important de considérer que tous ces chiffres censés exprimer la popularité des vidéos, le taux de fréquentation, je ne sais quoi, sont en réalité, mes amis, autant d'outils de propagande politique à la disposition de l'entreprise YouTube. Cette plateforme, donc, a le contrôle sur les compteurs et leur fait dire absolument n'importe quoi, leur faire dire exactement ce qu'elle veut, en fait. Ce qui va dans le sens des intérêts de leur entreprise. Elle se comporte un peu comme un institut de sondage, vous savez, qui, en manipulant les questions, oriente les résultats. Tu ne sais plus où t'en es à la fin, tu ne sais plus qui se passe. Là, c'est encore plus simple, plus direct. Il
manipule donc directement le nombre de vues ou de j'aime. La manœuvre est grossière, mais elle permet de tromper un public nombreux et de fabriquer en première page de leur vitrine, on va dire, ils appellent ça leur tendance, les produits politico-culturels qui leur sont favorables, tout en minimisant l'impact de leurs adversaires. Et je me retrouve évidemment, vous l'imaginez bien, dans cette catégorie. La manœuvre est grossière, je le disais, certes, mais il s'agit d'une société américaine, sioniste. Donc nous ne sommes pas, vous l'avez compris, dans l'esprit Coubertin. Non, 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 non. D'ailleurs, mes vidéos sont démonétisées, moi. Ils mettent de la pub, mais ils démonétisent. Mais je m'en fous, je ne vais pas faire la pute pour ces gens-là. One way.